Je m'appelle Jean-Claude Mussomo. Je suis né à Essos, au Madison, et j'ai grandi en Vogada. Je n'ai pas été possédé par le diable. On ne m'a pas gâté au village. On ne m'a pas induit en erreur. Moi, je suis né dans une famille de 5 garçons et je suis le Benjamin. Ma maman était l'homme, était la femme. La maman, c'était une lionne. Elle se battait. Elle nous a tout donné. Comment j'ai gâché ma vie? J'ai commencé les drogues au Koumoyen 2. En classe de 6e, je marchais déjà avec des gars qui étaient déjà allés en prison, qui avaient mon âge, qui étaient déjà allés en prison. Et on agressait, on marchait avec les armes blanches, c'est-à-dire les machettes et les couteaux, à Fanta Citron. Et un jour, nous étions entrés chez quelqu'un. Pendant qu'on dévalisait sa maison, il nous avait surpris. Et c'est moi qui l'avais tué. En 5e, j'arrête l'école. Alors quand j'arrête l'école, ma maman me demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Je dis, tout le monde joue au ballon, j'avais mon rêve, je voulais jouer au ballon et j'étais au quartier. Mais en vérité, en restant au quartier, j'ai passé mes journées avec mes amis, avec mon grand. On passait les journées à jouer aux cartes et la nuit, on se baladait avec les machettes, les couteaux. En 98, ma famille prend sur elle de me trouver un travail. Ma famille ne connaissait pas mon véritable visage. D'où je n'avais aucune relation parentale, aucune relation intime avec mes frères et la maman. Je n'avais aucune relation. Alors en 98, je pars faire la formation militaire à Djoum. Quand j'ai fini la formation militaire à Djoum, je reviens, on m'accepte à l'armée de l'air. Et l'un de mes grands frères au quartier en Bogada était en prison. Il était sorti. Il me rencontre, il me dit que comme tu es déjà net, c'est-à-dire comme tu es déjà un homme en tenue, tu peux déjà nous donner le matériel, c'est-à-dire l'arme ou bien les munitions. Et moi, ça ne me gênait pas plus que je vous ai dit en amont que j'ai fait un choix. J'ai voulu devenir un voleur parce que j'aimais, chaque fois que je voyais les grands frères à Fanta Citron, ils revenaient du tour, c'est-à-dire qu'ils revenaient après avoir volé, avec des objets volés, nous déchargeons les voitures. Et j'aimais ça, cette sensation. On m'affecte dans le nord. J'arrive au nord et je prends attache avec les braqueurs. Ils avaient un problème de matériel et ils étaient fichés. Je pars au Tchad, je passe par Figuine, je pars acheter 3 armes. Je reviens et j'enlève mon galon de caporal. Je porte le galon de sous-lieutenant. Usurpation de titre. Et je me mets à braquer avec les gars. Je me mets à louer les armes, à vendre les munitions. Alors, nous avons fait ce business pendant des années, tuant les gens, violant les femmes, détruisant nos vies et les vies des autres. Je n'avais aucun remords quand je le faisais. Je n'avais aucun remords. Je savais que 2 choses, soit l'une allait m'arriver, soit on allait me tuer, soit j'allais finir ma vie en prison. Avant 2003, je transportais les drogues qui sortaient du Soudan, la Mauritanie, et je les acheminais à Douala, Yaoundé. Il y a une anecdote que j'aime bien. Un jour, la maman, elle comprend que je suis indiscipliné et que, non, ça c'était avant l'armée, et que je suis très violent, que je vole à la maison et tout. Elle m'amène chez un marabout pour que le marabout me donne les mets pour que je puisse manger. Et il se pourrait que les mets là sont faits que quand on te les donne, tu ne voles plus. Bon, on est arrivé chez le marabout. Pendant que le marabout jouait les courir et apprêtait les mets, j'ai volé son téléphone et son porte-monnaie. Quand il a fini, j'ai fini de manger les 2. On lui avait donné 5 mets, j'ai mangé 3 mets. Les autres mets, je devais manger à la maison. Et je suis donc, en rentrant, donc, j'avais le téléphone et le porte-monnaie du marabout. Le marabout part dans au call box, il appelle la maman, il dit à la maman que mais je ne comprends pas. Nous étions ici à 3 et j'ai perdu mon porte-monnaie et mon téléphone. La maman dit que non, il faut faire le courrier. C'est toi le marabout, moi je ne sais pas. Le marabout dit que je ne peux pas faire le courrier. On était à 3. Si tu n'as pas pris, si je n'ai pas pris, c'est ton fils qui est pris. Effectivement, j'ai dit à la maman que je t'ai dit que les gens, c'est là, c'est le chain motion, ils ne voyaient rien. Voilà son téléphone, voilà son porte-monnaie. Alors la maman pas lui remettre
le porte-monnaie et le téléphone. Et le marabout dit que si ton enfant a mangé les mets et il m'a volé, ça veut dire qu'il ne peut plus laisser le vol. Et en 2003, quand on nous arrête, je suis toujours militaire. On nous arrête en 2003, tout le gang. Nous étions 9. Et on nous amène, on nous avait torturé pendant 6 mois. 3 mois la police, 3 mois la gendarmerie. D'exploitation. Et nous sommes passés aux aveux. Nous sommes allés en prison, à la prison centrale de Koninguer. La particularité qu'il y a avec la prison, c'est que la prison ne garde personne. La prison t'offre 2 alternatives. Soit tu te pourris la vie définitivement, soit tu sors la tête de l'eau. C'est-à-dire, soit tu rencontres Dieu, soit tu rencontres le diable. Tu fais le choix. La prison en elle-même ne garde personne. C'est l'homme qui choisit. Alors, en prison, j'avais les pieds cassés. Nous tous, on était... Et ma famille a posé un acte d'amour, un deuxième acte d'amour. Le premier acte d'amour, c'était notre travail. Ma famille m'a démontré qu'elle m'aime et qu'elle veut mon bien. Alors, pendant mes 10 ans de prison, ma famille m'a abandonné pendant les 10 ans. C'est une preuve d'amour. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une preuve d'amour. Les parents veulent faire ce que Dieu ne va jamais faire. Les parents croient aimer leurs enfants plus que Dieu. Les parents veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent que les enfants changent et c'est eux qui couvrent les enfants. Tu ne peux pas choisir la drogue, le vol, les viols. Parce que moi, je suis un ancien drogué, violeur, braqueur, un ancien militaire. J'ai choisi de gâcher ma vie, déshonorer l'armée, apporter la honte à la famille. Et tu ne peux pas arriver en prison. Et quand on vient t'acheter le matelas, on te donne à manger. Sous prétexte qu'on dit que non, il va vivre comment là-bas, il peut mourir. Non. N'ayez pas pitié de vos enfants qui sont délinquants. Aimez vos enfants. Et l'amour voudrait que quand tu aimes une personne, que tu acceptes son choix et que tu laisses cette personne vivre les conséquences de son choix à fond. C'est cette manière de faire, cette façon de faire qui a créé l'électrochoc dans ma tête, qui m'a fait poser les questions existentielles dans ma vie. Qui suis-je? Pourquoi je gâche ma vie? Pourquoi je gâche la vie des autres? Pourquoi je viole les femmes? Pourquoi je braque? Pourquoi je tue les gens? Pourquoi je transporte les drogues? Pourquoi je consomme? Pourquoi je vends les drogues? Qu'est-ce que je gagne dedans? Je me suis donc assis, je me suis posé toutes ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je suis en prison. Je suis au Kosovo, je dors à même le sol. Je n'ai personne autour de moi. Quand je parle du Kosovo, c'est le quartier 8. Le quartier 8 et le quartier 9. Ce sont les quartiers populaires où il y a une surpopulation. Une chambre qui est faite pour faire dormir 50 personnes. Disons 25 personnes autour. Nous nous retrouvons à 100 et poussière dans la chambre. D'autres dorment à même le sol. D'autres dorment à 2 sur les mandats. Les mandats, ce sont les lits qu'on appelle mandats. Et j'ai dormi à même le sol pendant 10 ans. Je me suis remis en cause. J'ai énuméré tout ce que j'ai fait de ma vie. J'ai vu l'amour que ma famille, mes grands frères m'ont manifesté. J'ai vu l'amour que la maman m'a manifesté. Oui, parce que l'amour, j'en ai eu. Mais quand je suis arrivé au Tanapsiam, quand je suis arrivé en prison, on appelle la prison le Tanapsiam. Quand je suis arrivé en prison, j'ai compris que c'est le Mougou qui est en prison et le Don Man est dehors. Parce que le jeune gars qui se bat dehors, qui vend, qui pousse, qui vend les ananas et tout, quand tu es en prison, quand tu pars au parquet, tu es enchaîné, tu l'envies, tu dis waouh, si je pouvais être comme l'océan, tu dis que non. Tu as voulu vivre comme un dangereux, tu vas assumer les conséquences. Et quand j'ai fini de me remettre en cause, j'ai pris une décision radicale. J'ai dit je ne vais plus jamais revenir en prison. Comme étant un braqueur, comme étant un violeur, comme étant un vendeur de munitions, comme étant un loueur d'armes, comme étant un brigand,
comme étant un consommateur de drogue. J'ai dit que je vais revenir en prison comme étant un éducateur, comme étant un missionnaire. C'est en prison que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'est en prison que j'ai dit plus jamais. Parce qu'il s'agissait de ma vie. Que j'ai pris sur moi. J'ai dit que je ne peux pas détruire les vies des gens et m'attendre à ce qu'on va me oindre avec de l'huile. Non. Donc je savais que quand j'allais sortir de prison, les gens allaient se méfier de moi. Les gens allaient douter de moi. Les gens allaient me rejeter. Oui. Tu ne peux pas détruire ta vie et les vies des autres et t'attendre que quand tu vas sortir, qu'on t'accepte. C'est ce que beaucoup d'éducateurs font. Ils disent que non, la société a tort, ils doivent t'accepter. Non. Moi, je comprends la société. Le problème, c'était moi. Je devais travailler mon caractère. C'était à moi de revenir vers les gens et non pas les gens de revenir vers moi. J'aime bien ce verset, Proverbe 4, verset 23. C'est-à-dire, la Bible dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Dis-moi avec qui tu t'assois à longueur de journée. Dis-moi ce que tu visionnes, ce que tu entends, ce que tu suis comme musique. Je te dirai qui tu es. Si tu dis que tu veux abandonner les drogues, ne marche plus avec les drogués. Tu dis que tu as abandonné le crime. Tu dis que tu n'es plus dans la criminalité. Tu ne voles plus, tu ne violes plus, tu ne portes plus les armes. Alors, qu'est-ce que tu fais avec les numéros des braqueurs dans ton téléphone? Qu'est-ce qu'ils font dans ton téléphone? Tu ne peux pas marcher avec un braqueur et ne pas braquer avec lui. Non. Soit tu es un braqueur passif, c'est-à-dire que tu vois, tu écoutes et tu donnes le renseignement parce que tu n'as pas encore le cœur d'être actif. Soit tu es actif. Et moi, j'ai eu cette grâce particulière. Quand m'a sorti de prison, j'ai eu des aînés. Ces aînés, ils ne m'ont jamais donné du lait. Ils m'ont dit tout ça. Tout dépend de toi. Ils m'ont dit tout ça. Tout dépend de toi. Tu as des talents. Tout dépend de toi. Si tu veux retourner en prison, tu vas retourner en prison seul. Ah, mais si tu veux reprendre une vie normale, nous sommes là pour t'aider. Et ces gens m'ont manifesté l'amour. Sans compter les serviteurs de Dieu. Ces gens m'ont manifesté l'amour. Je suis sorti de prison en 2013. Je suis venu à Douala. J'ai fait l'école de disciples à Jeunesse en Mission. J'ai fini l'école de disciples. Et j'ai créé une association spécialisée dans la lutte anti-drogue qui s'appelle ACD. ACD, c'est Action contre les drogues. ACD fait dans la prévention, dans la lutte anti-drogue en milieu scolaire et en milieu communautaire et le suivi psychosocial des victimes de drogue. Les parents ne peuvent pas identifier les drogues. Moi, je parle maintenant en tant qu'un ancien dealer, un ancien consommateur. Alors, les parents ne peuvent pas identifier les typologies de drogue. Un parent peut voir un comprimé posé, il ne sait pas que le comprimé, si ça s'appelle ceci, ça quel effet, ça tel effet, tel effet. Alors, j'ai pris sur moi de dire que je vais aider un parent. Je vais aider un jeune qui veut sortir, qui est sincère, qui veut sortir des drogues. Il y a un monsieur à côté qu'on appelle le dealer, c'est un psychologue. Il sait que ton enfant manque d'amour, ton enfant manque d'écoute, ton enfant manque de patience, ton enfant manque d'estime de soi. C'est toi qui passes le temps à lancer les paroles à ton enfant. Est-ce que tu es sûr que c'est moi, ton parent, ton père, moi, ta mère? L'usager de drogue, c'est quelqu'un pour qui il ne faut pas avoir pitié. Parce que si tu as pitié d'un drogué, il va te manipuler. L'usager de drogue a besoin d'amour, a besoin d'écoute, de patience, de dialogue, d'attention, d'estime de soi, de motivation. Parce qu'abandonner les drogues, ce n'est pas facile. Alors, il y a quelque chose que le drogué joue avec, c'est qu'il aime, s'il ressent que tu as pitié de lui, ça dit que tu lui trouves les raisons. Que non, tout ça, on t'a possédé, on t'a gâté au village, ou bien ce sont les voisins qui t'ont induit en erreur, ou bien alors, si tu n'étais pas parti à Douala, tu n'aurais pas consommé les drogues. Non. Il faut responsabiliser le drogué. Moi, je connais les parents qui se lèvent à 2h, 3h, ils vont chercher leurs enfants dans la rue. J'ai demandé à un parent que si en te levant à 2h, à 3h, tu vas chercher un enfant, si on te tue, on va même dire quoi au lieu du deuil? Que tu es mort, pourquoi? Quelqu'un a choisi sa vie. Non, tu ne peux pas avoir l'ABC pour quelqu'un
pour quelqu'un qui a choisi de gâter sa vie. Moi, je m'étais posé une question un jour, Eric. Je m'étais demandé un jour que, bon, ok, admettons même un temps soit-il que ce qu'on dit là, qu'on gâte les gens, on induit les gens en erreur, le diable possède les gens, admettons que ce soit vrai. Bon, si on ne m'avait pas gâté, j'allais devenir quoi? Président de la République? Donc, on a laissé tout le village. Ce n'est que M. Somo Jean-Claude. Ce n'est que Toussaint. C'est moi qu'on a vu pour gâter. Donc, tout le monde, on a vu seulement. Non, 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 c'est facile. C'est facile de se déresponsabiliser et de responsabiliser le diable, les sorciers, les voisins. Non, c'est facile. Quand une personne veut gâcher sa vie, si une personne est sincère, quand une personne veut gâcher sa vie, il n'a pas besoin d'un coach. Pour faire du mal, tu n'as pas besoin d'un coach. Pour faire du bien, tu as besoin d'un coach. Pour faire du mal, tu connais quand tu fais du mal. Tu connais que ce que tu fais là est mal. J'ai fait toutes mes classes dans l'école de crime. Je ne sais pas quel est le vol que je n'ai pas fait. Si on ramène ma vie de 30 ans en arrière, je ne sais pas quel est le bandit. Je parle pas de la racaille, les tapeurs de téléphone, non. Je parle des bandits. Ceux qui portaient les armes. Même ceux qui sont décédés, ceux qui sont en exil hors du Cameroun, ceux qui sont encore en activité, je ne sais pas qui, avec qui je n'ai pas loué l'arme ou bien avec qui je n'ai pas braqué. Donc c'est pour ça que je peux me tenir et de dire, et moi je n'ai pas honte de parler, moi je n'ai pas honte de parler de mon passé. Parce que la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je n'ai pas honte de parler de qui j'étais hier. Et libre à Eric de penser que Jean-Claude n'a pas changé. Non, c'est ta pensée. Libre à quelqu'un d'autre de penser que non, que au fait Jean-Claude n'a pas changé, il fait le cinéma et tout. Non, je sais que j'ai changé. S'il te plaît, jeune, s'il te plaît, ne suis pas le chemin que j'avais suivi. Moi, j'ai gâché ma vie volontairement et j'ai payé de ça. J'ai perdu l'usage de mes jambes. J'ai eu mal aux yeux parce qu'on nous torturait au sous-sol. Alors aujourd'hui, je te parle. Je te dis qu'aujourd'hui, je suis éducateur. Je suis missionnaire à Jeunesse à Mission. Je suis père éducateur, promoteur d'une association spécialisée contre l'ACD. Je te dis, le chemin que j'avais pris hier était très mauvais. Ne prends pas ce chemin. Je le dis, que ce soit dans les télé, dans la radio, là devient un vecteur qui fait la promotion de la violence. Les artistes sont les préparateurs psychologiques des criminels.